Bienvenue sur Info 83, la Covid-19 et ses conséquences pour les salariés, pour les entreprises. C'est ce que nous allons traiter avec nos deux invités, deux avocats spécialistes en droit du travail, plus pour maître Jérémy Vidal qui est avec nous. Bonjour maître Bonjour. Jérémy Vidal. Et maître Clément Lambert également, donc Bonjour. également droit du travail, vous vous Exactement. occupez également du droit du travail. Nous allons voir effectivement ce que ce thème nous impose, donc la Covid-19, ses effets, ses conséquences, et il y en a depuis le déconfinement, depuis le 11 mai. Quelle est la situation et qui veut commencer? Maître Vidal, peut-être? Honneur au Allez, à bâtonnier. moi l'honneur. Merci Maître Lambert de me céder la parole. Alors effectivement, ce que l'on peut constater dans nos cabinets depuis la réouverture de nos cabinets et la réception des clientèles depuis le 11 mai dernier, moi je remarque deux aspects qui sont importants. D'abord, c'est l'explosion des ruptures conventionnelles qui sont proposées par les employeurs à leurs salariés, non sans risque d'ailleurs en droit du travail, parce que Qui sont, je vous coupe, maître Oui. Vidal, qui sont proposés ou imposés? Alors, c'est justement le débat. Le Vous avez principe, mis le doigt là où ça fait mal, parce que le principe légal, c'est justement que la rupture conventionnelle, par principe, comme son nom l'indique, est une rupture qui est convenue par les deux parties, employeurs et salariés. Et ce que l'on constate en pratique depuis le déconfinement, c'est que un certain nombre d'employeurs se servent de ce dispositif-là pour imposer en quelque sorte une rupture aux salariés, et c'est une façon de contourner la législation qui est prévue en matière de licenciement pour motif économique, alors même justement que le Code du travail prévoit que la rupture conventionnelle ne peut pas intervenir lorsque l'entreprise devrait appliquer la réglementation en matière de licenciement économique. Parce que les garanties qui sont offertes aux salariés ne sont absolument pas les mêmes. Donc vous avez là vraiment une difficulté qui est majeure et qui risque finalement de se retourner contre les employeurs, parce que un salarié qui serait bien conseillé pourrait parfaitement saisir un conseil de prud'homme pour faire juger que la rupture conventionnelle est illégale. Alors, ces ruptures conventionnelles qui sont en hausse, est-ce qu'on sait pourquoi, justement, elles sont en hausse? Pourquoi ne pas suivre ce qu'impose la loi, c'est-à-dire le licenciement économique? Vous avez la réponse est relativement simple. D'abord, c'est la facilité de mise en œuvre. La rupture conventionnelle, vous avez un formulaire à remplir et en 5 semaines, c'est terminé. La procédure de motif économique est beaucoup plus compliquée et vous avez un carcan législatif dont vous ne pouvez pas vous échapper. Donc vous avez une facilité de mise en œuvre face à une complexité en matière de licenciement pour motif économique. Donc, les ruptures conventionnelles étant en hausse, donc je suppose que les licenciements économiques sont en baisse. Alors pour autant, Non, malheureusement. oui, Maître Lambert. Non, malheureusement. Alors, maître Lambert. Non, mais on se rend compte dans le prolongement des propos du bâtonnier Vidal. Explosion des ruptures conventionnelles, mais malheureusement, il n'y a pas de baisse des licenciements pour motif économique, puisqu'on a de plus en plus d'entreprises qui, eu égard à la crise, font face à des difficultés économiques avérées et qui viennent également nous solliciter en essayant de trouver la bonne solution. Alors, comme le disait le bâtonnier, effectivement, la solution de facilité pourrait être la rupture conventionnelle, car bien moins contraignante que le licenciement pour motif économique. Moins onéreuse aussi. Et surtout moins onéreuse, pour l'employeur notamment. Le licenciement pour motif économique coûte bien plus cher à l'employeur que la rupture conventionnelle. Quels sont les motifs évoqués ou invoqués justement par les entreprises lors de ces licenciements économiques? Alors, C'est tout simplement en première ligne, ce sont activité, les baisse difficultés d'activité. économiques, la baisse des commandes, la baisse du chiffre d'affaires, si vous voulez. Dans le Code du travail, vous avez différentes hypothèses de licenciement pour motif économique. Cela va de la restructuration de l'entreprise aux difficultés économiques. Et évidemment, lorsque vous avez une entreprise qui a dû être fermée pendant plusieurs mois depuis le mois de mars, qui n'a pas réussi à relancer son activité, on comprend bien que la baisse du chiffre d'affaires entraîne des difficultés de trésorerie, et il y a bien un moment où il faut payer les salariés, et quand on ne peut plus les payer, il faut bien réagir, et donc vous devez mettre fin au contrat de travail. On pourrait même, parce qu'il y a un autre motif de licenciement pour motif économique, enfin un cas de recours, ce serait la mutation technologique. C'est dans l'air du temps. On a un gouvernement qui favorise et qui pousse au télétravail ou autre. Ça peut avoir d'importantes répercussions pour l'entreprise qui doit peut-être faire de nouveau l'acquisition de matériel informatique pour mettre en place le télétravail. Ça a un coût, un investissement, et ça
pourrait être, là encore, un motif pour dire: «Bon, ben, voilà, ça représente une dépense, qui n'était pas initialement prévue pour l'entreprise et qui va avoir des répercussions», et c'est un cas, là encore, de motif économique. Et la mutation technologique, bon, à voir, mais ce n'est pas J'imagine inenvisageable. que dans vos métiers, c'est difficile, où la justice doit faire la part des choses entre les conséquences de la crise en elle-même et éventuellement des entreprises qui se serviraient de la crise pour justement faire un balayage dans leur entreprise, Oui, alors qui profiteraient. vous avez une limite qui est un principe très ancien en droit, qui est la limite est celle de la fraude. Et la fraude corrompt tout. C'est un principe de droit. Et lorsqu'une entreprise se serait servie, par exemple, du dispositif en matière de rupture conventionnelle pour mettre fin à un contrat, alors que c'est la procédure de licenciement pour motif économique qui aurait dû être engagée, l'employeur ne pourra pas revendiquer la bonne foi puisqu'il a mis en œuvre cette rupture conventionnelle de mauvaise foi, en, en faisant état d'une fraude finalement. Donc dans ce cas-là, c'est le rôle de la juridiction. La juridiction est là pour dire le droit. Donc c'est le rôle de la juridiction de recentrer les choses et de venir taper sur les doigts de l'employeur qui aurait eu recours à la rupture conventionnelle en dehors des clous. Comment vous l'avez quantifié justement cette augmentation de rupture conventionnelle à partir du moment où les affaires ne sont pas forcément portées devant le prud'homme? Dans le cadre alors pour ma part, dans le cadre de la réception de la clientèle D'accord. au cabinet, c'est pas compliqué. Depuis le 11 mai, il n'y a pas une semaine où je n'ai pas reçu un salarié qui est venu me consulter pour savoir si ce que faisait justement l'employeur, qui essayait d'imposer une rupture conventionnelle, rentrait dans le cadre ou pas. Exact. Enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a une activité de conseil également. Donc le contentieux, donc tout ce qui se passe devant le conseil des prud'hommes et cours d'appel, mais également tout un pan d'activité de conseil pour les salariés ou les employeurs en fonction des spécialités. Mais on voit et je rejoins l'analyse de mon confrère, c'est que on voit depuis la reprise, le déconfinement, une hausse substantielle des consultations employeurs-salariés, mais liées à des questions sur le Covid et ses conséquences, sur le marché sur le monde du travail. Alors ça, c'est donc la situation que vous constatez, messieurs. Que prévoit la loi Alors pour le licenciement économique pour le particulièrement. licenciement économique, pour cette augmentation des ruptures conventionnelles également? Alors, pour le licenciement économique, si vous voulez, dans le Code du travail, alors sans réciter les dispositions, parce qu'elles sont longues en matière de licenciement pour motif économique, vous avez en fait 3 ou 4 grands axes en matière de licenciement économique. Ce sont les difficultés économiques, les restructurations d'entreprises qui doivent préserver sa compétitivité. Et là, on peut être dans un cadre comme celui-là, parce qu'une entreprise qui a subi de plein fouet la crise liée au Covid, face à des concurrents qui peuvent être dans d'autres pays qui, on le sait, tous les États n'ont pas réagi de la même façon face au virus, donc peut être confronté à un problème de compétitivité. Vous avez ensuite l'introduction de mutations technologiques et donc les difficultés économiques, pour faire simple, en matière de licenciement. Là, on est vraiment face aux hypothèses qui sont prévues par la loi, que l'employeur est censé, par principe, respecter pour mettre fin au contrat. À côté de ces hypothèses, qui sont quand même relativement vastes, dès lors que l'entreprise ne pourrait pas faire état de l'une de ces hypothèses, alors on a la possibilité d'envisager la rupture conventionnelle du contrat. Alors, en ce qui concerne justement la rupture conventionnelle, si il y a eu une rupture conventionnelle abusive, on peut la qualifier comme ça, que prévoit la loi? Quelles sont les défenses donc, du salarié? Oui, Qui peut répondre? Maître Lambert, oui. La loi ne prévoit rien, si ce n'est Une fois que c'est signé, c'est signé? Ah si, bien sûr, le salarié peut toujours contester Mhm. la conclusion d'une rupture conventionnelle devant le conseil des prud'hommes. Comme l'a dit, et ça c'est important, et je pense que c'est le fil conducteur de son action, c'est que en concluant une rupture conventionnelle, il peut se trouver lésé. Alors une rupture conventionnelle dénaturée, s'il est éligible à un licenciement pour motif économique, le salarié sera nécessairement lésé puisqu'il ne pourra pas bénéficier de mesures d'accompagnement qui existent dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, comme le CSP ou autre, qui lui permet de maintenir, je crois, 80% de sa rémunération brute, donc quasiment un an de salaire net, et de bénéficier d'un reclassement personnalisé auprès du Pôle emploi. Donc, ne serait-ce que ça, il serait privé de ce mécanisme et retomberait
de par sa conclusion et de sa signature d'une rupture conventionnelle, dans le mécanisme classique d'indemnisation du Pôle emploi, qui est bien moins avantageux. Donc rien que sur ce principe-là, il y a un manque à gagner. J'imagine que cette crise sanitaire a amené vraiment des cas particuliers, donc inhérents à cette crise. Quels sont les cas que vous avez rencontrés particuliers Oui, qui nécessitent l'intervention si, de il y a vraiment des votre profession? secteurs qui sont impactés. Je pense évidemment à l'hôtellerie, où là, pour eux, c'est une catastrophe totale. À côté de ça, vous avez des questions qui sont, si vous voulez, lorsque le pays a eu recours au confinement, les difficultés, c'est une affaire nouvelle pour tout le monde, évidemment, y compris pour les avocats. Exact. Les difficultés sont apparues jour après jour pour les employeurs. Je pense à une société cliente du cabinet, qui est une entreprise de transport. Quelles sont les garanties que l'on prend pour protéger la santé de notre salarié, qui est chauffeur-livreur, qui va livrer des grandes surfaces qui, elles aussi, ont continué à travailler? Qu'est-ce que je risque, moi, employeur, si mon salarié tombe malade? Comment je dois me positionner vis-à-vis de la médecine du travail? Donc, si vous voulez, on a dû réfléchir pour le coup, apporter des solutions à des questions qu'on s'était jamais posées, puisque par principe, tout cela a été nouveau depuis Bien sûr. Et ces depuis la questions, mi-mars. justement, elles sont nombreuses, Maître Vidal? Oui, alors vous avez des problématiques qui sont liées, si on reprend la chose chronologiquement, vous avez une problématique liée au télétravail. Est-ce que je peux l'imposer ou pas aux salariés? Comment on a dû gérer les arrêts de travail liés à la garde d'enfants d'abord? Enfin, Sous quel régime les voilà, salariés étaient placés? Puisque voilà. ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le gouvernement, bon, sans faire de politique, mais s'adapte en fonction de l'évolution du virus, puisqu'on est passé dans on l'a bien vu, on l'a subi même un confinement strict, puis un déconfinement. Maintenant, on parle de certains confinements partiels. Et ce qui est vrai, c'est que le gouvernement a utilisé un arsenal législatif et réglementaire déjà existant, l'a adapté au Covid, a créé lorsqu'il y avait des manques. Et c'est vrai qu'il suffit simplement de regarder le nombre de lois, décrets, règlements qui sont pris en application ou en conséquence du Covid. On voit que c'est très important et que c'est en constante adaptation et mutation. Aujourd'hui encore, je crois que dernièrement, dans ces derniers jours, la ministre du Travail a encore fait une nouvelle déclaration visant à maintenir l'aide qui devait être amenée à baisser, mais à la maintenir pour les secteurs sinistrés que sont notamment l'hôtellerie, café, restaurant, ou le tourisme, ou d'autres secteurs, ou le sport d'ailleurs. Vous avez beaucoup plus de demandes en ce qui concerne, Maître Lambert, le chômage partiel et le télétravail, les conditions. Alors oui, ça, vous êtes consulté. bien évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir pour le télétravail, c'est que c'était un dispositif qui existait déjà depuis des années, bien avant le Covid. Et d'ailleurs, la France était plutôt à la traîne sur le télétravail, puisque c'est d'influence plutôt scandinave, où les pays du nord de l'Europe utilisent beaucoup le télétravail pour le bien-être des salariés. On considère que c'est une composante essentielle du bien-être de ces salariés. Depuis 2017, le gouvernement accompagnait le télétravail et peut-être que sur ce point, c'est un bon point, le Covid a eu pour impact d'augmenter le recours au télétravail. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui dans toutes les interviews ou autres, ou les normes arrêtées par le gouvernement, qu'on encourage le télétravail. Ça va devenir aujourd'hui, alors pas la norme, je ne peux pas le dire. Ça mais va le se gouvernement- généraliser. Ah, c'est Quelles fortement sont les questions recommandé. lorsque l'on vous consulte, quelles sont les questions que l'on vous pose, quelles sont les problématiques liées au télétravail? Comment ça se passe? Première D'accord. question. Quels sont les droits? Qu'est-ce que je dois faire? Quels Est-ce que sont les droits? Quels est-ce sont que les mon devoirs? employeur doit Exactement. participer donc au paiement de Est-ce la que facture mon- d'électricité, Mais par absolument. exemple? Alors, au-delà de Est-ce ça, qu'il y a la un première loyer qui est question, prévu, c'est effectivement. ça? Alors, la première question, c'est est-ce que mon employeur, alors, selon que vous soyez au conseil du salarié ou de l'employeur, mais est-ce que mon employeur peut me l'imposer? Est-ce qu'il peut m'imposer le télétravail? Là Ou- aussi, ça dépend de la convention, c'est ça? L'employeur peut imposer le Alors, télétravail oui, l'employeur peut imposer le télétravail. Il est sous même, condition. exactement, il est même fortement il y est invité par le gouvernement et À le faire. les nouvelles dispositions, puisque forcément un salarié qui reste à la maison rencontre moins de personnes, donc ça peut endiguer la propagation du virus. Le salarié peut-il le refuser? Là aussi, j'ai des demandes. Non, si les conditions de mise en place telles que définies par les règlements Et s'il le refuse, ça applicable, peut aller jusqu'au licenciement. bien C'est un évidemment, motif de c'est un licenciement. motif de sanction et de Vous voulez, licenciement. il y a Maître Vidal. il y a une règle qui est importante, c'est que le télétravail, ça n'est qu'une modalité d'exécution du travail. Donc on est dans le cadre des conditions de travail, donc ça relève du pouvoir de direction de l'employeur. Et donc le salarié, en principe,
ne peut pas s'opposer à cette modalité d'exécution du travail. Ça peut être une faute, un manquement contractuel, ça peut être une cause de licenciement. Tout comme d'ailleurs le port du masque en entreprise. Bon, là, on est sur l'aspect sécuritaire, mais effectivement, on a des questions aussi. Est-ce que j'ai obligation de porter le masque en entreprise? Oui, puisque ça relève de l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur. Et là aussi, vous constatez une augmentation justement de ces demandes par rapport au télétravail, au chômage partiel également, puisque le chômage partiel, c'est pareil. On peut vous consulter également si Bien sûr, alors, c'est pas justifié, quoi. Alors, la difficulté sur le chômage partiel, là, pour nous praticiens, c'est que les modalités de mise en œuvre, alors ne changent guère, mais surtout de remboursement sont en constante évolution. Comme je vous l'ai dit, au début, l'État prenait en charge 100% de l'indemnisation allouée, puis 85%, puis je vous dis, pour certains secteurs, le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait maintenir son aide. Donc ça, à chaque fois, il faut jouer sur les différentes normes et réglementations prises par le gouvernement. Pour ce qui est des salariés, pareil, ils avaient une indemnisation à hauteur de 84% de leur salaire net. C'est amené à baisser, sauf dans certains secteurs d'activité. Je crois que pour l'activité partielle, les derniers chiffres au mois d'août, alors je n'ai pas des chiffres, je parle sous votre contrôle, plus récents, mais faisaient état de 1,4 million encore de salariés placés en activité partielle. Ça, ce sont des chiffres nationaux. Exactement. Ouais. Sachant aussi qu'il peut y avoir des différenciations au sein même de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a plusieurs branches d'activité, c'est tout à fait envisageable. On peut avoir une partie de salariés en chômage partiel et une autre non. Et au sein même de certains services aussi, on peut avoir des différenciations. Donc on jongle au quotidien avec une réglementation constante, mais qui a également pour corollaire l'évolution du virus et de la crise. On va arriver au terme de cette interview, en tout cas de cette mise au point. C'est important. Vous vouliez peut-être faire des précisions quant aux aides en ce qui concerne le chômage partiel ou le télétravail, non Alors, ne pas hésiter, d'une manière générale, je crois qu'il ne faut pas hésiter à dialoguer, à se renseigner, à se tourner vers des professionnels. Vous prenez l'exemple du télétravail. Je crois les acteurs du télétravail, que sont l'employeur ou le salarié, ont tout intérêt, alors même si ce n'est pas une obligation absolue, mais de rédiger une charte ou un avenant pour bien aplanir et définir les modalités de télétravail, puisque je travaille à domicile. Est-ce que je dois travailler à quelle heure, tout le temps? Est-ce que j'ai les mêmes droits qu'un salarié en entreprise? La réponse est oui, je vous le dis. Est-ce que j'ai le droit à la déconnexion? Quid de l'équipement? Est-ce que l'employeur a obligation de me fournir le matériel nécessaire? Oui, là encore. Mais on voit que pour éviter, là on se place en amont, pas forcément dans le contentieux, parce qu'on ne fait pas que du contentieux, mais sur le conseil, on a tout intérêt à bien définir et à cadrer les modalités de mise en application de ces dispositifs. En tout cas, c'est une situation nouvelle, messieurs, qui demande éclaircissement, en tout cas qui demande à être informés, et les avocats sont bien évidemment à votre disposition. Hein, évidemment pas. Le barreau de Toulon, là je ressens mon bâton de bâtonnier sortant. Le barreau de Toulon, c'est près de 500 avocats, donc évidemment, plus que jamais, je dirais, on a besoin de droits et de savoir quels sont nos droits et nos obligations, donc il ne faut évidemment pas hésiter à venir consulter un avocat du barreau de Toulon. Merci pour toutes ces précisions, maître Clément Lambert et maître Jérémy Vidal. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, bien sûr, il y a une adresse sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. C'est questions au singulier ou au pluriel @info83.fr. Merci de nous avoir suivis.